aujourd'hui, ici et maintenant, à l'heure où le sommet pour l'IA est en train d'ouvrir au Grand Palais, officiellement, c'est très intéressant de manifester que les arts sont toujours premiers et que ce n'est pas une question de médium, comme le dit si bien Hervé Fischer, qui nous intéresse. Ce ne sont pas des questionnements qui sont liés à un contexte qui, évidemment, nous dépasserait technologiquement, nous empêcherait presque de réfléchir à cette question de l'authenticité de l'art, mais c'est plutôt une occasion de reposer des questions fondamentales qui vont au-delà de tout contexte. Donc notre contexte est finalement notre rencontre, le fait que des corps pensants soient aujourd'hui réunis. Vous êtes autant finalement agissant en étant observateur de ce qui va se jouer aujourd'hui à travers 4 tables rondes que finalement uniquement spectateur. Un jour, un mot vous éveille, vous réveille, vous emporte, vous questionne, vous séduit. Un jour, vous vous retrouvez face à l'énigme d'une sonorité exotique qui vous donne envie d'ouvrir des dictionnaires, de chercher des racines, de reprendre vos études de grec et de latin. Un jour, un mot, une phrase vous transforme et vous n'avez qu'un souci, partager cet inouï, cet inattendu, le raconter, le faire comprendre, le faire vibrer. Marc-Alain Oaknin, dans son délicieux « Dieu et l'art de la pêche à la ligne ». C'est une immense joie d'être ici aujourd'hui pour faire vibrer, faire comprendre cette phrase inattendue qu'Hervé Fischer parcourt depuis les années 70. Les arts sont toujours premiers. Je ne pouvais pas imaginer plus belle réunion pour clore l'année de festivités textuelles lancée pour les 15 ans d'Art Hebdo-Média. Merci à Yann Thomas, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l'Institut ACT et Sorbonne Art Gallery d'avoir permis cette journée et l'exposition qui sera inaugurée en fin d'après-midi. Merci également à Hervé Fischer d'avoir fait spécialement le déplacement de Montréal, à Michael Barcelo d'avoir quitté Majorque pour nous, mais aussi à Catherine Braslavski, Francesca Caruana, Cécile Cross, Marc Williams de Bono, Dina Germanos-Besson, David Guèze, Norbert Hiller, Michel Gendin, Olivier Keplin, Alain Naoum et Merciane Verdier d'avoir traversé Paris ou la France pour notre journée d'études. Merci encore à Laurence Honora de filmer nos échanges pour qu'ils s'envolent au-delà de ces murs, à Nitou Chantoussi, et Juliette Ramiara et Elena Rudenko pour leur aide enthousiaste, et à vous d'être venus joindre votre voix aux nôtres. Avant de m'attarder un peu sur cette proposition, quelques mots sur Art Hebdo-Média. AHM, comme nous le nommons affectueusement, avant d'être un site d'information, est une somme de personnalités au caractère affirmé, à la plume sagace, une rédaction qui, au fil des années, s'est élargie. Les journalistes fondateurs sont désormais accompagnés par des critiques d'art, des universitaires, des chercheurs en sciences humaines et en sciences, des écrivains et des poètes. Pourquoi un tel équipage ? Incontestablement pour un sacré voyage, pour naviguer sur un océan au flot intranquille et improbable, soulevé non par des courants, mais par toutes les questions que l'humanité se pose depuis l'origine, qu'elles soient intimes, spirituelles, philosophiques, sociologiques, politiques ou scientifiques. L'art, puisqu'il s'agit de lui, est notre sujet et notre Arcadie. C'est ainsi que l'affirmation d'Hervé Fischer « Les arts sont toujours premiers » s'est naturellement imposée à nous comme un os à penser, une occasion de laisser tomber l'ordi, de nous mettre en mouvement, d'aller vers.
Comme j'aime à le rappeler, informer vient du vieux français informer, c'est-à-dire donner forme. Et pourquoi ? Pour partager et transmettre, et si l'on convoque la philosophie d'Aristote, pour transformer la matière en la faisant passer de la puissance à l'acte. Ars Hebdomédia connaît la puissance des mots et cherche à les faire agir plus intensément, plus profondément. C'est ce que nous ferons aujourd'hui, je l'espère. Aujourd'hui, nous allons interpréter devant vous l'affirmation d'Hervé. Car l'interprétation n'est pas simplement perception, elle est constitution du sens, pour citer encore Waknin. Chaque invité va ainsi s'emparer de la phrase et nous l'offrir, enrichie de son expérience. La phrase s'ouvrira à mesure qu'elle sera interprétée. Car il ne s'est jamais agi pour Hervé Fischer de délivrer une phrase définitive. Bien au contraire. Affirmer « les arts sont toujours premiers » est une mise en discussion, une incitation pour chacun à partager un point de vue, à expliquer d'où il regarde et ce qu'il entend. Car nous qui fréquentons l'art assidûment, nous le savons. Il n'y a pas d'objectivité en art. Et croire que l'on peut s'effacer devant une œuvre pour la livrer comme un fait objectif est assurément une ânerie. Tout ce qui est réel est fabulatoire et tout ce qui est fabulatoire est réel, nous rappelle Hervé Fischer. Tout n'est que mise en forme, interprétation et transformation. Sans oublier que tout est dissible, sauf ce qui enferme, fait l'apologie du même et mène à la violence. C'est en suscitant ce partage de vues, d'idées, de convictions, de sens et de sentiments qu'Ars Hebdomédia s'acquittera aujourd'hui de sa mission d'information. J'espère que notre journée sera à ce titre performative, car ce qui a été écrit va devenir parole. Nous allons parcourir cette affirmation, l'ouvrir au sens cher à Umberto Eco. Je vois bien que vous piaffez d'impatience. Je terminerai donc par un encouragement. Quelques lignes de Valère Novarina, qui n'est pas parmi nous, car il a inauguré ce week-end une extraordinaire exposition à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Ces quelques lignes que je vais vous offrir, je ne cesse de les mâchonner. Je vous les passe tel un témoin pour qu'elles cheminent en vous et vous inspirent. Qu'est-ce que tous les mots nous disent en secret ? Quel est le secret que nous passons les uns les autres en parlant ? Si nous appelons les choses d'un nom, c'est pour entendre que tout le réel est parlé. C'est sur la parole que la matière repose. La parole est la portée du temps, son portement. C'est un autre monde que nous verrions de nos yeux avec d'autres mots. Notre vue est parlée. Le visible est un renouvellement perpétuel de paroles. Rien n'est sans voix, rien n'est sans langage. Si le mot en sait plus que l'image, c'est parce qu'il n'est ni la chose, ni le reflet de la chose, mais ce qui l'appelle. Ce qui trace dans l'air son absence, ce qui dit dans l'air son manque, ce qui désire qu'elle soit. Merci à tous et bonne journée. J'aimerais quand même, avant même de débuter cette table ronde, citer quelque chose qui m'a vraiment marqué, justement par rapport aux arts premiers, qui est dans le texte et qui est issu donc
des mots d'Hervé Fischer. Les arts sont toujours premiers, même futuristes, même avant-gardistes, même numériques, même dans le land art conceptuel, le bio-art, l'art sociologique, etc. L'art renvoie au mythe de la création première, qu'il prétend incarner en créant une image du monde, en communiquant avec une vision du monde qui est supérieure et mystérieuse, en usant d'un langage symbolique. L'art ne copie pas. Il dialogue, célèbre, questionne, sert la magie comme la théologie, le pouvoir royal comme le capitalisme ou la liberté. Aujourd'hui, la puissance de la technoscience et de l'intelligence artificielle, nos nouveaux mythes, comme il a célébré nos anciens mythes, l'art demeure premier, même lorsqu'il expose le déchet, la pollution, la spéculation de l'argent ou la beauté du nu, du paysage, de la lumière. Donc, je vous invite à lire la suite du texte. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, pour revenir à cette question de l'IA en contrepoint au Grand Palais maintenant, c'est qu'on est en train de mettre en avant une certaine idée de l'IA, comme on met en avant une certaine idée de l'art. Et nous avons, avec beaucoup de chercheurs, identifié beaucoup de choses qui pouvaient également aller dans un contrepoint de ce que l'individu, finalement, aujourd'hui, pourrait attendre des nouvelles technologies. Ce que Hervé Fischer a mis en place à travers un acte fondateur, il y a déjà longtemps, et qu'il répète depuis de nombreuses années, c'est un message et un questionnement qui permet de créer une balance, en tout cas un équilibre, une forme de réflexion toujours, non pas duelle, mais ouverte. Et donc, pour moi, la pensée de Glissant aussi pourrait très bien dialoguer avec la pensée de Fischer. Il y a énormément, finalement, d'espoir lorsqu'on regarde sous un angle qui nous amène à réfléchir les arts dans ce sens-là. Donc, je donne la parole immédiatement à Hervé Fischer pour débuter cette table ronde. Je le remercie infiniment d'avoir traversé l'Atlantique. Merci Ginette également. Merci à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui pour faire vivre et pour faire vibrer le message qu'Hervé Fischer porte. Je lui donne la parole immédiatement. Merci beaucoup Yann pour cette invitation. Merci beaucoup Marie-Laure pour avoir organisé avec tellement d'énergie cet événement. C'est l'anniversaire de Art Hebdomédia, 15 ans de performance dans des conditions toujours difficiles, je ne vous apprendrai rien. Et il faut vraiment saluer cet événement de 15 ans d'Art Hebdomédia et je suis très honoré que Marie-Laure ait choisi pour cette festivité de réfléchir sur mon travail et de préparer avec Yann cette exposition que j'ai préparée moi-même dans ma forêt laurentienne, dans la forêt au bord d'un petit lac dont je viens et où j'ai trouvé toute l'énergie dont j'avais besoin pour préparer cette exposition. Maintenant, il y a quelque chose que je voudrais souligner, c'est que cet événement, le salon philosophique qu'on a tenu vendredi, la soirée mercredi prochain d'une conférence à l'Institut René Descartes, à l'amphithéâtre René Descartes, et la journée d'aujourd'hui, c'est le premier événement officiel de mon grand projet ou désir de créer un musée interrogatif. Dans les années 70, j'ai créé dans le sous-sol de ma maison, boulevard de Charonne, à Paris, donc l'école sociologique interrogative, que j'ai co-animée avec le collectif d'art sociologique, Fred Forest et Jean-Paul Thénault. Ça a duré quand même 4 ans, 5 ans, et c'était quand même un beau succès de fréquentation et des personnalités qui venaient y parler. Et puis maintenant, c'est dans la foulée, le musée interrogatif. Interrogatif, c'est le contraire d'un musée habituel où on vient admirer, célébrer. Je le veux interrogatif. Dans l'idéologie de l'art sociologique qui est participative, interrogative, critique, voilà. Alors je veux le souligner.
Et merci Yann et merci Marie-Laure de permettre de démarrer officiellement aujourd'hui les activités du musée interrogatif. Maintenant, il est vrai que la question que... Parce que ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Les arts sont toujours premiers. Enfin, c'est une question sous forme un peu provocative. C'est une question profonde. L'interprétation du mot « premier », je l'ai vu dans les textes des uns et des autres qui sont dans la publication d'Art Hebdo et Médias. Est-ce que ça veut dire primitif? Est-ce que c'est dans un ordre chronologique? Enfin, la question est philosophique. Et dans mon esprit à moi, les arts premiers sont ceux qu'on a découverts à l'heure actuelle dans les grottes préhistoriques, mais de là, je veux aller plus loin parce qu'effectivement, j'affirme ou je vous demande, est-ce que les arts numériques sont premiers? Est-ce que les arts d'avant-garde sont premiers? Est-ce que les arts futuristes sont premiers? Et on voit bien que la réponse ne peut pas être simple. Alors je vais donner une piste. Pour moi, premier, cela veut dire que nous sommes toujours dans un stade premier, dans un stade, je pourrais même dire primitif, je pourrais dire originel, je pourrais employer d'autres mots, premier par rapport à l'énigme du monde et de la vie, parce que nous n'avons pas davantage de réponses aujourd'hui et nous n'aurons certainement jamais la réponse à cette question, le pourquoi de l'univers et de la vie. Ça ne progresse pas. L'énigme peut changer de formulation, devenir scientifique plutôt que magique ou plutôt que religieuse, mais nous ne sommes pas prêts de pouvoir répondre à l'énigme, à la question de l'énigme. Et cette question est première. Et j'attends de vous peut-être des réponses, mais de toute façon, les réponses sont toujours des croyances. Que ce soit la croyance magique, animiste, ou que ce soit la croyance polythéiste, ou que ce soit la croyance monothéiste, ou que ce soit la croyance du progrès de la technologie, du capitalisme. Capitalisme et progrès, je ne suis pas sûr que les mots soient bien choisis, ou que ce soit la promesse de l'intelligence artificielle et donc du numérique, puisque maintenant nous sommes dans un monde numérique d'une façon incontestable. Alors vous voyez, je suis sociologue, donc je souligne la variation sociologique selon les époques et les sociétés de notre interprétation du mot premier ou du mot art, ça me paraît fondamental, mais dans ce qui est premier, il y a quelque chose dont la formulation varie d'une société à une autre, mais qui demeure un point d'interrogation pour lequel on invente différents récits. Le récit rationaliste, astrophysique, aussi bien que le récit animiste. Alors le récit actuel est-il numérique ? Est-ce que l'intelligence artificielle va découvrir le pourquoi? Je vous pose la question et je ne doute pas beaucoup de votre réponse. Mais voilà, on n'a pas fait de progrès. On le dit autrement, mais on n'a pas fait de progrès sur la réponse à l'énigme. À moins d'être croyant, car effectivement, nous sommes tous croyants. Même si on ne prétend croire à rien, vous savez bien que les postmodernes nous ont invités à ne croire en rien, mais eux croyaient à la vertu de ne croire en rien. Et puis ils ont beaucoup raisonné sur cette croyance en rien. Et puis la croyance en rien n'est pas une solution existentielle. Alors c'est pour ça que la problématique ou la question qui est posée est difficile. Pour moi, j'ai posé le problème. Et je resterai sur le questionnement en bon artiste et philosophe sociologique, car nous n'avons jamais été militants. L'art sociologique ne peut pas être militant, même pour le communisme. Parce qu'à l'époque des années 70, il y avait, bonjour Philippe, il y avait vraiment un engagement de l'art par rapport, comme le constructivisme russe voulait contribuer
à l'avènement de la société marxiste. Voilà. Vous voyez bien qu'on est dans la semoule. Ce n'est pas une expression universitaire, mais on y est. On s'en sort diversement ou on croit s'en sortir diversement. Je pense que j'ai dépassé mes 10 minutes. Hervé, merci. Merci pour cette introduction. Les arts sont-ils à un stade premier? Eh bien, j'invite immédiatement Martial Verdier, photographe et directeur de la revue TK21, à prendre la parole. Alors, tout d'abord, je suis très fier d'être ici, dans cette salle, et à côté de Hervé Fischer. Je vais être relativement court, ce qui va me permettre de rattraper le temps. À moins que je me laisse aller, mais je vais faire attention. Alors, je vais reprendre un axe de réflexion qui est celui du questionnement, parce que moi, j'ai été bercé par cette question. Est-ce que les arts sont toujours premiers? Alors, ça peut venir de mes études, où j'ai eu Fred Forrest comme professeur, ce qui a dû quand même beaucoup contaminer ma pensée. Mais d'abord, ça m'ennuie, cette question. Je me suis d'abord demandé pourquoi est-ce que Marie-Laure avait lancé ce thème. C'était un peu enfoncer une porte ouverte. Et puis, je me suis dit qu'en philosophie comme en art, il faut se méfier des portes ouvertes, parce que d'abord, elles cachent beaucoup de choses, et c'est bien d'aller voir ce qu'il y a dans les interstices. Et puis aussi, les portes ouvertes, elles se referment. Elles se referment et elles se referment beaucoup plus violemment que les portes déjà fermées. Elles sont plus difficiles à réouvrir. On s'en aperçoit régulièrement dans l'actualité. Des choses qui nous paraissaient absolument évidentes deviennent de plus en plus difficilement accessibles. Donc, finalement, cette réflexion, elle est extrêmement importante et extrêmement intéressante. Et en plus, c'est un concept qui fait de l'art un lieu de résistance. Et ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'il faut toujours résister, humainement, philosophiquement, et l'art est un domaine de résistance. Alors, si les arts sont toujours premiers, malgré tout, certains arts sont plus premiers que d'autres. Et ça aussi, c'est une question très importante. Alors, ce que j'aime beaucoup, par contre, ce sont les polysémies du terme. Hervé Fischer l'a bien dit, ça nous permet d'avoir plein d'axes de réflexion. Bon, alors d'abord, pour ma contribution à cet anniversaire d'Art Hebdomédia, j'ai triché. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai écrit, j'ai demandé à un ami d'intervenir. J'ai fait une interview de lui. Cet ami, c'est Olivier Sultan, qui est un spécialiste de l'art africain, d'abord de l'art zimbabwéen, et puis ensuite, d'une manière plus générale, tout l'art africain. Et Olivier Sultan a ouvert, il y a quelques années, un musée des arts derniers. À peu près, quelque temps après l'ouverture du musée des arts premiers, qui s'est dépêché de changer de nom. Et c'était extrêmement intéressant parce que ce pied de nez, ce trait d'humour a beaucoup ennuyé l'institution de se voir brocardée de la sorte, alors qu'elle se rengorgeait de mettre en avant tous ces arts africains océaniens négligés. Et c'est une question essentielle. Qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui est dernier? Les premiers seront-ils les derniers? Donc, qu'est-ce que... je vous laisse écouter ce que Olivier Sultan en a dit et le lire. Mais cette institution, on ne peut pas passer à côté de cette institution dans cette discussion, à mon avis, a travaillé pendant quelque temps, ça a changé depuis,
a travaillé pendant quelque temps à mettre en avant cet effet positif de la colonisation. Si Picasso a été influencé par cette culture africaine, c'est bien parce qu'on la lui a apportée, donc que la colonisation l'a apportée. Vous voyez qu'on arrive très vite dans des thèmes très contemporains et très politiques. Alors, sur les arts premiers, combien d'artistes africains, par exemple, connaissez-vous ? Faites un rapide compte dans votre tête, vous allez voir que c'est extrêmement restreint. Moi, je peux vous citer Sédou Keïta, qui était invité à la Fondation Cartier, ou Malik Sidibé, Lion d'Or à la Biennale de Venise, prix Hasselblad, c'est la formation de photographe. J'ai pensé également à Ousmane Sow, qu'on a un peu vu à Paris, mais voilà, on a quelques noms là, combien on peut en rajouter? Donc, cette situation, elle est dans notre culture. Et ça, c'est à mon avis, un réel problème parce que c'est dans nos têtes qu'il faut d'abord travailler. Alors, en même temps, dans ces affirmations, il y a quelque chose qui me gêne depuis le début. C'est qu'en fait, je ne sais pas très bien ce que c'est que l'art. Alors, j'en fais. Je travaille avec des gens qui en font. Nous sommes pleins ici à en faire. Mais au final, qu'est-ce que c'est? C'est pas très bien. D'autant que l'histoire ne nous aide pas beaucoup. La définition antique, grec, latin, définition médiévale, voire même définition du 19e siècle, ça ne nous aide pas beaucoup sur ce que c'est que l'art, sur ce qu'on fait. J'ai toujours été surpris le jour où j'ai appris que je n'étais pas un homme de l'art. C'est vrai que c'est un piège de la langue, un piège de l'histoire, mais qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait? Je suis évidemment extrêmement sensible à l'art médiéval, à ce que l'on appelle l'art préhistorique. La Dame de Brassempouy ou la Vénus de Willendorf sont des objets magnifiques, mais jusqu'à quel point est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est pas un transfert de notre vision contemporaine sur des pratiques qui n'avaient rien à voir? De la même manière, on a aujourd'hui un grand problème sur la restitution des œuvres aux pays africains qui ont été pillés, en grande partie parce que la plupart des choses qu'on appelle des œuvres ici aujourd'hui étaient en fait des objets de culte. Et ces objets de culte, manipulés n'importe comment, détachés de leur contexte, ont perdu toute valeur religieuse. Donc, c'est un bel objet qui ne pourra sans doute que finir dans un tiroir dans les pays où ça va être ramené. Donc, qu'est-ce que c'est que l'art? Alors, je n'ai pas de réponse. J'aimerais bien que cette journée m'en apporte quelques-unes. Merci. Juste une dernière chose. Non mais à chaque fois, il y a un effet accélérateur. Dès qu'il y a un peu de silence, quoique le silence soit signifiant, mais très bien. Néanmoins, j'aurai un effet accélérateur dès que je sens un peu une c'est très bien, mais je vais faire comme sur France Culture, je vais faire des longues pauses. On se donne encore 5 minutes? Non, j'en ai pour 30 secondes. Très bien. Juste poser une question un peu en forme de provocation. C'est, est-ce que Damia ou Berthe Silva est aussi première que Claude François? Ah merci. Alors peut-être là, une autre question est posée qui finalement demande peut-être un rebond. Alors peut-être que Marc-William Debonneau, chercheur en neurosciences et directeur de la revue Plastir, aura un éclairage à cette question. Bien même, évidemment, à des questions qui ont été évoquées, ou art premier, art dernier. Surtout, je reviens à ce que Hervé Fischer disait tout à l'heure. Sommes-nous, les arts sont-ils à un stade premier? Peut-être. Écoutez, je voulais tout d'abord remercier chaleureusement Marie-Laure Desjardins et Yann Thomas pour leur invitation et leur accueil
dans ce lieu magnifique. Alors, bon, j'ai préféré écrire ce dont je voulais vous faire part, car ainsi les mots sont plus pesés, en fait. Pour moi, les arts sont de fait toujours premiers, parce qu'il existe un lien inextricable entre la matière et la forme, et que cette morphogénèse qui constitue l'univers comme le vivant est le matériau d'un art universel, sans frontières ni temporalité. Il s'inscrit donc dans toute interaction entre un être et une chose, entre un être et son milieu, et aboutit à une représentation ultime ou sublimée. Si l'informé pose la question de l'émergence de la forme, ce qui nous intéresse ici, c'est la transition opérée par la main du sculpteur, le regard du peintre ou l'oreille du musicien, dès lors qu'ils appréhendent l'argile, la lumière ou la mélodie secrète. Or, pour moi, la réponse se trouve dans la capacité endogène qu'ont la nature et l'homme à modeler ou plastir la matière. Alors, plastir est un ancien mot français qui existait dans le dictionnaire au 19e, on conjuguait je plastis, tu plastines ou plastissons, et qui signifiait à la fois prendre la forme et donner la forme. Et donc, en lien immédiat avec notre débat, cela signifie qu'il y a à la fois une dynamique et une priméité de l'art, au sens de Peirce, en fait, c'est-à-dire une qualité pure, une conception de l'être indépendamment de toute chose, répondant à une intuition, une émotion première, une potentialité intemporelle. Alors le second point, c'est que la seule propriété naturelle qui reflète ce lien fondamental entre la forme et la matière est la plasticité. Alors qu'il s'agisse de la plasticité cosmique, des matériaux, du vivant ou de la conscience, on touche là à des interfaces plastiques essentielles dont le liage est irréversible, contrairement à d'autres propriétés, comme la malléabilité ou l'élasticité de la peau, par exemple. Et donc, ces propriétés agissent au point d'ancrage de deux dimensions qui sont irréductibles l'une à l'autre. Alors, par exemple, c'est le cas de la matière et de la forme, bien sûr, de la matière et de l'énergie, de l'espace et du temps, ou de l'expérience et de la conscience. Ce faisant, elle crée ce que j'appelle des complexes de plasticité, mais au sens non pas de complexité, mais de complexion ou d'agrégation, et qui agissent au niveau d'un carrefour absolument ontologique capital, qui est le corps, l'esprit, le monde, de manière totalement transhistorique. Et la plasticité y joue ici le rôle de tiers inclus. Donc en fait, la perception et la plasticité active du monde sont donc premières et constituent le terreau de toute forme de créativité. Les arts plastiques et vivants en dérivent naturellement par le biais de la plasticité humaine dont l'imaginaire n'a pas de limite. Donc comme je l'ai écrit dans mon article pour les 15 ans d'Art Hebdomédia, dont on se félicite ici particulièrement, le cerveau représente la réalité, alors que l'art la réinvente, torture cette matière-forme, lui attribue une esthétique nouvelle. Il est donc important d'observer de façon aiguë ces interfaces plastiques et leurs expressions les plus variées, qu'il s'agisse de l'évolution du vivant, de la relation entre l'être et son milieu, des architectures les plus folles, du penseur de Rodin ou du regard de la Joconde. C'est là que je rejoins le point de vue d'Hervé Fischer, à savoir que les arts sont toujours premiers au sens propre du terme. En effet, qu'il s'agisse de la confrontation de la nature face aux expressions parfaites de sa biodiversité ou de l'émotion intense et la poésie pure générée par les flots de lumière s'étirant à l'horizon, les processus d'identification, d'intuition et de transfiguration de l'art demeurent identiques depuis l'aube des temps. Seul le prisme et les mythologies ont changé. Les arts précolombiens, égyptiens, chinois, africains ou du paléolithique sont ainsi des exemples vivants, non pas d'un art primitif et encore moins primaire, mais d'un art premier abouti, d'une sorte de regard primal ou d'épure dont seules les interprétations et le message radical, à l'origine lié aux divinités et au cosmos, changent avec le temps et les cultures. Donc par-delà, c'est la nécessité de l'art jamais démentie qui, inscrite dans l'os, dans la pierre ou le papyrus, et aujourd'hui dans le digital, s'affirme avec force. C'est pourquoi les arts du 3e millénaire sont aujourd'hui prégnants dans le street art, le design, le bioart ou la cyberculture, ou encore la réalité augmentée, posant la question de la singularité technologique versus biologique,
mais aussi d'un changement d'échelle ou de religion avec le dataïsme, sans remettre en cause la priméité de l'art, terme qu'on pourrait d'ailleurs reconsidérer eu égard à nos approches. Cela est dû au fait que le percept est lui-même un liant. Je m'explique, le monde des formes et des significations communique en permanence grâce à nos organes des sens et à notre plasticité cognitive. Ce rapport constant d'architecture qui voudrait changer le monde co-signifie la réalité qui nous entoure à deux niveaux. Donc le premier concerne la relation entre l'empreinte et la matrice, en référence aux travaux de Berck, le fameux géographe, à propos du paysage et de la géographie culturelle, qui décrit une forme d'intelligence de l'espace et de la nature qu'on pourrait transposer ici à la symbiose entre l'art et son milieu, ou l'artiste et son œuvre. Ni posture, ni artefact, cette relation est porteuse d'un récit, d'une poétique enracinée de la priméité de l'art. Le second concerne ce que j'appelle la plasticité de l'esprit, ce qui résume globalement mon approche et peut répondre à notre questionnement. Autrement dit, si l'art est éphémère, ces métamorphoses et anamorphoses alimentent constamment la scénographie de nos imaginaires. Il s'agit d'y décerner dans l'art contemporain les traces de transculture hybride ou déhanchée, d'approches synesthètes, de pollinisation croisée qui ne traduisent pas autre chose qu'une nouvelle grille de lecture des métaphores vives de Ricoeur, où l'art, toujours premier, demeure transgressif, déconstruit, reconstruit, mais traduit toujours une relation inhérente à l'être, un duel entre signifié et signifiant, le mythe de la singularité artistique et enfin une quête d'éternité proprement humaine. Voilà, je crois que j'ai tenu dans les 8 minutes à peu près. Merci Marc-William de Bono pour cette intervention. Je vois que le mot politique ressort souvent à travers les différentes plasticités, art plastique évidemment, et ça me réjouit. Donc je donne la parole immédiatement à Olivier Quéplin, écrivain et critique d'art, qui peut prendre la parole de façon très confortable pendant au moins 10 minutes. Je mettais mon truc, mais comme je me suis... Non, mais c'est formidable, on a repris le rythme. Donc on va pouvoir échanger ensuite, vous allez pouvoir échanger tous les quatre, et puis ensuite nous donnerons la parole au public pour une discussion qui pourra être assez dense et nourrie de questions. Je voudrais souligner qu'Olivier est poète, et ça importe beaucoup aujourd'hui. C'est bien que tu dises ça parce qu'en fait, je voulais simplement dire que avant ou je ne sais pas, non, en même temps, j'ai fait des études de sociologie, puis de littérature, puis j'ai été appelé à devenir chercheur à l'école pratique des hautes études avec des sociologues marxistes, si j'ose dire, ce qui ça ne les résumait pas, mais c'était tout de même très important pour eux, et notamment pour le directeur et fondateur de cette unité de recherche qui était Lucien Goldman. Vous voyez, ça ne nous rajeunit pas pour ceux qui connaissent bien la sociologie, qui avait comme assistant Jacques Lénart, qui était par la suite aussi critique d'art. Et quant à Hervé Fischer, bien sûr, je le connaissais parce que très vite, je me suis intéressé à l'art de mon époque, je sais pas, vers les 15-16 ans. J'y connaissais pas grand-chose et c'est le fruit, justement, d'une chose qui, je pense, est capitale en termes, on va dire, de phénoménologie de la relation à l'art, c'est-à-dire la rencontre. Et rencontre après rencontre, un jour, bien sûr, je suis tombé sur ce que proposait à l'époque Hervé, Thénault, Tessèdre, je me souviens aussi, avec une exposition dans une galerie qui se trouvait le long de la Monnaie, rue Guénégaud. Et j'étais à la fois très intéressé, puisque j'avais choisi comme formation universitaire la première des sociologues, et en même temps, je me disais, mais ça ne correspond pas à la relation, parce que je comprenais
à moitié, à l'époque, je n'avais pas la culture pour comprendre, on va dire, l'aspect tendanciel, conceptuel, tendanciel que proposait l'art sociologique. Donc à la fois très intéressé, à la fois je disais, mais c'est drôle parce que moi, mon rapport à l'art ne passe pas par cette construction. Je faisais une espèce de coupure, sans doute un peu restrictive, entre ce qui serait de l'ordre de la théorie, entre guillemets, et de l'ordre d'une autre expérience qui serait, comme vous l'avez déjà tout à fait situé, tous les trois, d'une connaissance artistique. Et petit à petit, le chemin faisant, je me suis rendu compte que j'allais penser l'art et les œuvres que je voyais à travers des fragments. En fait, tout ce que j'ai pu écrire ou recueillir ont cette forme d'archipel. Alors, évidemment, il y avait des années qui justifiaient ça, mais c'était surtout parce que ça se passait comme ça. Évidemment, Walter Benjamin, et puis cette défiance que l'art nous propose par rapport au discours. C'est-à-dire, attention, la connaissance artistique ne passe pas par cela. C'est, je sais pas, c'est la phrase, l'histoire de l'art n'existe pas, seules demeurent les œuvres que les artistes ont laissées pour les siècles à venir. Donc Walter Benjamin. Mais tout ça me permettait d'avoir une vague position dans lequel, évidemment, je suis assez vite tombé sur la question de l'ambivalence qui a été très bien dit précédemment. Après, de manière un peu plus pédante, parce que j'essayais de mieux comprendre, évidemment, le principe d'incertitude de la physique quantique. Et quand Marie-Laure et Hervé m'ont demandé qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, je savais très bien que ça allait être un terrain instable, mouvant, comme celui qui est celui de ma connaissance de l'art ou ma relation à l'art, ou parfois ma tentative de transmettre les œuvres des artistes à travers des expositions ou des textes. Et là, la poésie m'a évidemment servi de guide, de fil rouge. La poésie et l'art, parce qu'elles disent pas souvent la même chose. Et il est arrivé qu'il y a eu des périodes où ce couple était très très puissant, enfin très très productif, d'autres moins, puis de nouveau. Et selon l'évolution de l'histoire. Et de ce point de vue-là, j'ai été très intéressé par ce que dit un artiste qui est mort depuis longtemps, qui a une très belle exposition en ce moment chez Alain Gaillard, qui est Talquat, un breton, qui disait à la fin, et devant des questions qu'on lui posait, il disait, écoutez, l'art n'est qu'une affaire de relations interpersonnel, de l'un à l'un. Alors on est loin de la sociologie qui était une forme de formation. On est plus près de Wittgenstein qui, dans sa troisième étape, disait non, la première étape, comme vous savez, la logique permet d'expliquer le monde. La deuxième étape, non, elle ne permet que de comprendre que les phénomènes de groupe. Et la troisième, ça nous permet de comprendre que la relation interpersonnelle. Et donc ça a évidemment occupé ma réflexion. Et puis, on vous questionne toujours qu'est-ce que c'est que votre rapport à l'art quand vous écrivez un peu. Et j'avais déjà à plusieurs reprises fait puisque vous parliez de métaphore aussi, cette métaphore de ma propre sensation, mon propre rapport, qui est celle du trou noir en astronomie, parce qu'au fond, il y a plusieurs, il y a des tas d'écrits sur le trou noir, mais il y en a certains que je retenais qui disaient qu'au fond, le trou noir était quelque chose d'assez étonnant parce que nous ne le saisissions pas, nous ne le voyons pas avec nos outils, mais par les effets que nous voyons, nous le supposons.
Et je me suis dit, mais ça a drôlement à voir avec l'art, comme le principe d'incertitude d'ailleurs de certains théoriciens quantiques et de certaines expériences. Et donc j'ai commencé à penser à travers ce qui étaient des adjuvants, enfin des manières de permettre de penser. Et je suis évidemment revenu à la question posée par Hervé, qui m'intéressait beaucoup. On avait fait une petite rencontre dans une galerie où j'avais été très très intéressé par tout ce que disait justement un artiste qui a précisé ce qu'était sa position, qui venait de la sociologie et qui allait vers quelque chose de plus peut-être fondamental. En tout cas, certainement pas une application. C'est ce terrible mot, puisqu'on ne cesse d'avoir des applications à notre époque. Il s'agissait au contraire d'une pensée peut-être qui cherchait sa primarité, enfin et donc je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que nous offre là, et dans ce rapport instable, ambivalent, métaphorique, cette recherche permanente? Eh bien, un jour, je suis tombé sur une des grandes représentantes des femmes au 19e à travers la particularité affirmée par cette femme de sa sexualité homosexuelle, qui était Nathalie Clifford Barney, et qui, dans une petite série d'aphorismes, a cette phrase paradoxale que je trouve formidable. Elle écrit « Comment ne pas commencer ?» Alors je me suis dit, mais c'est ça que m'a appris l'art, en fait. C'est-à-dire, j'arrive devant un chef-d'œuvre, et je ne sais pas pourquoi, même si j'ai fait des études dans ce sens, même si j'enseignais en histoire de l'art à Paris 1, ça n'est pas elle qui va me permettre en tout cas modestement ce qui me concerne, de dire ce que je comprends de cela et peut-être ce que je peux échanger avec d'autres. Et il y a ce moment de trou noir, cette fois-ci dans le sens existentiel. Je ne sais pas quoi dire, je vois bien que je ne peux pas le lire, je vois bien que ça ne fait pas partie de ce qui est le sujet, verbe, complément, que ça n'est pas de cette économie-là. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a cette forme d'aveuglement. Et du côté des productifs, parce qu'à partir du moment où on ne peut pas continuer son discours, on ne peut pas continuer un discours de critique d'art ou de je ne sais pas, de spécialiste, etc., il y a ce moment de stase. Et là, la poésie nous dit quelque chose là-dessus. Je me souviens des discussions avec quelqu'un qui a été un professeur universitaire important, de mon point de vue, pour Paris 1, qui était, je sais pas, peut-être certains se souviennent de lui, Marc Lebotte, spécialiste du machinisme, Paul Klee, puis de la figuration. Et un jour, nous travaillions ensemble, c'était lui qui avait souhaité que je vienne enseigner à Paris 1, et il me dit, tu vois, regarde, ce qui est très intéressant dans Hölderlin, c'est qu'il arrive toujours à la moitié du vers, et il change de sens à la moitié du vers. Et il y a un saut comme ça à faire. Puis il me dit, regarde Mallarmé, ce qu'il dit de la rime. Il dit, la rime, c'est passionnant parce que ça oblige à s'arrêter et à revenir à la rime précédente, la deuxième rime, enfin ce qui fait rime. Et il me disait, tu vois, il y a ce moment où on sent bien que celui qui écrit enregistre par là, dans son style, un non-savoir, hein, quelque chose qui l'empêche de mener le discours tel que nous savons le mener, bien sûr, puisque c'est ce qu'on nous apprend. Et de ce point de vue, d'abord, je voulais remercier, bien sûr, Marie-Laure, parce que voilà quelqu'un qui écrit de telle manière que la première fois qu'on s'est rencontrés, quand le texte est arrivé, je me suis dit, ben dis donc, c'est pas de la critique d'art, c'est beaucoup plus travaillé, c'est beaucoup mieux. Et ça m'a fait un choc, parce que quand vous êtes souvent interrogé, ou qu'on vous demande votre avis sur ceci, cela, ou que des gens écrivent sur des expositions que vous avez pu concevoir, c'est un certain... je ne sais pas comment dire, c'est un niveau moins travaillé, plus simple, enfin je ne sais pas. Et à partir de cela,
souvent, on s'est rencontrés, puis après avec Hervé, on a parlé de différentes choses, et ce que j'ai noté de manière très importante, c'est que tout le monde était en train de dire que l'art ne pouvait pas se résoudre à son énoncé, que l'art n'était jamais un énoncé, que c'était au mieux, pour reprendre les termes linguistiques, une énonciation, c'est-à-dire toujours quelque chose qui est en train de se faire, et qu'il n'y avait pas, on ne pouvait, que l'art au fond c'était l'expérience du devenir, quoi. C'est-à-dire que on ne s'arrêtait jamais. Et tu parlais du postmoderne tout à l'heure, et le postmoderne, ça a été intéressant pour ça aussi, parce que tout d'un coup, on a eu des artistes qui avaient suivi un moment ce qu'on appelait les critères et les éléments, pas d'un progrès, ça n'existe pas, mais d'une avant-garde, choses comme ça, et qui tout d'un coup se permettaient de reprendre des choses pour très authentiquement, très profondément exprimer la signification qu'ils voulaient nous transmettre. Alors c'était assez intéressant parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte en effet que l'art avait un nombre d'instruments à sa disposition qui n'étaient pas tributaires du temps, en fait, qui était apparu dans le temps, mais en fait l'artiste en faisait ce qu'il voulait. Et donc ce système de signes qui ne peut pas être lu, pour moi évidemment l'art n'est jamais une lecture, était soutenu soit par des paroles d'artistes, celle de Vincent Corpet par exemple, soit par un homme auquel je suis heureux comme ça personnellement d'évoquer le nom, qui était un de vos collègues, je pense, qui était Jean-Didier Vincent. Oui. Jean-Didier Vincent, qui était un neurologue et qui a écrit ce livre formidable, La biologie des passions. Il aurait été bien avec nous aujourd'hui parce que il avait tenté de comprendre ça, non pas comme nous le faisons en artiste, en philosophe, ça, mais en neurologue, dans un livre passionnant. Vous le trouvez encore en poche. C'est pas si facile à lire pour un néophyte dans mon genre, mais il disait au fond que plus important que l'apprentissage, qui était évidemment essentiel, qui était absolument nécessaire à la constitution de l'être humain, les émotions était plus constitutive de notre cerveau, je parle sous votre contrôle, de l'éclairement du circuit des synapses, n'est-ce pas, que l'apprentissage. Alors là aussi, quand vous pensez un peu ce que j'essaye de penser sur l'art avec d'autres, je me dis mais ça c'est très très intéressant. Et quand j'ai eu quelques fonctions où je devais faire des discours, je ne sais pas où vous voulez, dans des endroits où l'art n'était pas forcément très très connu, je terminais comme ça parce que parfois devant des expositions d'art contemporain, je voyais des visages un peu en difficulté, un peu fermés, un peu, et je disais mais en plus, vous voyez, l'art contemporain c'est formidable parce que c'est bon pour votre santé, parce que Jean-Didier Vincent, changeux quelques-uns dans une émission de radio, l'animateur lui dit bon alors dites-nous comment on reste jeune, comment votre cerveau va rester jeune, et ils ont dit après le disque, ils ont dit ben on est à peu près d'accord, c'est l'expérience de la surprise. Alors je disais, ben vous voyez, vous avez l'air surpris, vous n'êtes pas forcément rayonnant, eh bien pensez que vous rajeunissez en ayant cette expérience, si l'on en croit les neurologues. Je dois m'arrêter. Je crois qu'il va bientôt faire. Alors je vais laisser bien des choses que j'ai essayé de dire par ailleurs. Et dans la question qui était posée, alors pour ramener plus vraiment une question de forme, à partir de ces principes ou ces connexions que j'ai évoquées, j'ai pensé que j'avais une expérience très simple et très formelle, qui était le dessin. C'est-à-dire que le dessin m'a toujours fait ressentir cela. Je ne sais pas si c'était votre cas, c'est-à-dire que je me disais, mais voilà quelque chose qui a l'air de correspondre, alors ce n'est pas signe égal, mais à ce que je comprends de l'art. Et en fait, cet art où il y a sans cesse une impulsion, en fait, une espèce de
de mouvement permanent. Je pense que bien sûr, quand je vois la carte ici, la totalité ne nous est plus atteignable. Je veux dire, les savoirs se sont trop diversifiés et donc c'est assez, je crois, impossible. Mais par contre, là où nous retrouvons notre nostalgie de la totalité et notre espoir de la totalité, notamment par l'art, c'est que nous la trouvons dans le moment plein du mouvement. Qu'est-ce que nous dit l'art? Le devenir, le refus du discours. Lyotard disait « l'art n'est jamais un argumentaire », c'est-à-dire cette prise de risque du mouvement de la pensée. Eh bien, l'art nous dit... Oui, c'est là qu'on peut imaginer qu'on appartient à un monde partageable, à un monde globalisant, à un monde... Cette expérience du mouvement. Alors, en fait, vous avez parlé d'Augustin Berg, qui a fondé ce concept formidable du trajectif, c'est-à-dire qui comprend le monde comme un géographe qui marche, c'est-à-dire la ligne d'horizon, l'arbre, etc., etc. Et je pense que l'art, c'est une expérience de pensée et de savoir, pour reprendre ces mots, trajective. Merci, Olivier. Alors, on le voit bien à travers ton intervention et la façon dont les choses ont évolué au fur et à mesure de cette table ronde. Toutes les personnes qui sont ici présentes ne se présentent pas par une dénomination, mais au contraire, elles sont plurielles elles-mêmes. Et véritablement, Olivier Quéplin, qui a eu différentes vies, mais qui sont imbriquées. On parlait de physique quantique tout à l'heure, on est aussi, à travers l'art, dans une réflexion sur une interrelation, parce qu'il y a l'IA, mais il y a aussi la physique quantique, hein, vous le savez bien. Il y a quand même tous ces questionnements art et sciences qui nous traversent aujourd'hui. On a vu, à travers les interstices qui sont posés, eh bien, différentes postures, ou même pas non-postures, anti-postures, pour reprendre peut-être une position qui serait raisonnable ici. Et il y a, en tout cas, à travers cette recherche d'énigmes, évoquée tout à l'heure par Hervé Fischer, eh bien, entre rationalisme et animisme, un aller-voir vers les interstices. Et donc, j'aimerais poser la question, puisqu'on était toujours dans une forme de relation à des polarités qui se rencontrent et qui circulent, donc qui sont en mouvement, tout en mettant en place de nouveaux axes de réflexion qui sont momentanés, aussi furtifs qu'ils sont apparus. C'est-à-dire, c'est ça aussi l'intéressant, c'est que finalement, comme on le disait tout à l'heure, la question de l'impermanence est omniprésente dans l'art. Nous allons tous disparaître, mais l'art, dans son impermanence, circule, nous traverse, nous provoque à certains moments quelque chose, une émotion, une vibration, un tremblement, comme disait Glissant, et il y aura à un moment donné peut-être voilà, ce désir de changer, à d'autres moments de ne rien faire pendant des années même, peut-être de reprendre après, à travers la peinture, eh bien, ces tremblements, ces vibrations sur un dépassement du numérique éventuel. Donc j'aimerais vous poser la question aux uns et aux autres. Ce n'est pas une table ronde qui honore aujourd'hui la relation à la parité, mais nous allons nous rattraper pour les prochaines tables rondes. Il y a donc une question la question des interstices. Est-ce que vous pourriez me répondre à la question des interstices? Où sont les interstices aujourd'hui entre le monde de l'art, le monde de la pédagogie, le monde des sciences, de la recherche, le social, ou quels interstices pour mettre en interrelation ces mondes, alors que nous voyons bien qu'aujourd'hui, eh bien, si l'art est toujours premier pour nous et rentre en synergie avec le monde social, aujourd'hui, il y a une sectorisation de l'art, on enclôt l'art, et pourtant on le sait bien ici, encore mieux ici qu'ailleurs, à l'université, l'art est toujours vivant au-delà de ses préétablis. Donc on est beaucoup mieux et beaucoup plus à l'aise dans l'art, dans le changement, dans le mouvement, quand on est en dehors. Quelle place pour les interstices, Hervé? Je suis très embarrassé par cette question. J'ai pas de réponse. Vraiment, je sais pas. Je trouve donc je m'échappe et je dis que le mot interstice, avec
tout le respect que j'ai pour toi, je le remplacerai par lien. Parce que on voit bien qu'il existe des liens. Alors là, on est tricoté serré au point de vue des liens. Mais je sais que la notion d'interstice a été philosophiquement développée, mais j'ai jamais compris c'est une absence de lien ou c'est une petite niche qu'on essaye de dégager dans le marché ou bien dans la philosophie. Bref, je ne peux pas répondre à ta question. Merci. C'est parfait. Martial ? Alors, de toute façon, c'est une question piège. Moi, je dirais qu'il faut reprendre la règle des 30 degrés. On ne voit pas ce qu'on a en face de soi, mais juste à la limite du champ de vision, il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant qui est une recréation de la réalité. Et peut-être que l'art se situe là, parce que on perçoit, on ressent, et les choses se font à ce moment-là. Donc, moi, j'attaquerai les 30 degrés. Bravo. Qui dit mieux Marc William ? Moi, je dirais qu'à l'échelle de l'individu, je pense que je suis d'accord avec Fischer, je parle du lien, mais plus au niveau de la perception, justement, et du monde du sensible, en fait. Je pense que c'est là que peuvent se faire les croisements, les interstices. Et puis, à l'échelle plus globale, c'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui est quand même, qui a une spécificité aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler les transcultures. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est vraiment dans la transversalité, dans la transdisciplinarité, donc en fait dans les liens entre des disciplines qui ont l'air opposées comme les arts et les sciences et qui en fait ne le sont pas. Donc je pense que c'est là qu'on peut trouver vraiment des interstices qui sont très porteurs. Alors c'est vrai que ça peut être ou de l'ordre vraiment de l'intime, c'est-à-dire l'homme en face d'une œuvre par exemple qui est donc qui est peut-être indicible, qui est vraiment de l'ordre du sensible. Et par contre, au niveau de la globalité, c'est cette logique de traverser, de faire des trajections, comme vous le disiez parfaitement, au niveau, en référence à Augustin Berg. Olivier ? Alors moi, pour pas répondre comme ça de manière générale, je suis évidemment, on est toujours mis en éveil par l'interstice. Parce que le lien, ça peut faire du bien. Je veux dire, c'est positif. C'est-à-dire l'interstice, on se dit tiens, il y a quelque chose là. C'est une question en fait. Et alors, je prendrais comme exemple le numérique, par exemple. J'ai dit que j'étais passionné par le dessin et que le mot premier, je sais plus, je devais avoir 30 ans, je l'avais, comment dirais-je, mis dans un article dans lequel il y avait d'ailleurs ce cher ami Jacques Kershach, et tout d'un coup, nous avions un peu parlé à ce moment-là, et c'était sur le dessin. Mais par exemple, je parlais beaucoup de Bouillon, des gens qui avaient des rapports à l'art primitif, ou bien Cookie avec l'inconscient, ou bien Gafgen avec l'hallucination, bon, et etc. Mais pour parler de formes plus contemporaines, je suis passionné par l'œuvre de David Claerbout, le fameux vidéaste numérique, enfin, etc., qui est plus dans le goût du jour, si j'ose dire, belge donc. Et un jour, je vois un film que plus tard, après, par passion, j'ai présenté dans une biennale dont je m'occupais. Et je regarde ce film, on voit des frondaisons, enfin une forêt. Et puis, petit à petit, la caméra, comme dans un plan avant, un travail, nous fait entrer et c'est luxuriant, c'est beau, il y a évidemment la bande-son qui vient donner des effets de réel, ou de réalité, ou plutôt de réel, avec des bruits. Puis on entre encore toujours plus, et on sent fortement, avec tout l'imaginaire qu'on peut avoir sur la jungle, sur les récits, sur la métaphysique de la forêt, les romantiques allemands, etc.,
Et puis tout d'un coup, on se dit, tiens, mais il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, tout d'un coup, on voit des ombres qui ne sont pas possibles s'il y a une seule source d'éclairage comme le soleil ou la lumière. Et donc, plus les choses avancent avec une très très grande subtilité, il nous fait comprendre que tout ça n'existe pas, que ce n'est qu'une construction numérique, qu'il n'y a aucune prise directe, donc tout est une histoire de pixels, et il continue son chemin, il ne veut pas s'arrêter là sur la simple questionnement sur l'illusion, il a presque un propos, disons, social ou urbanistique, c'est-à-dire qu'au bout du compte, on sort de cette forêt et on est au milieu, disons, vous voyez la Picardie, quoi, de champs de betteraves, de bretelles d'autoroute, etc., etc. Et dans cette vidéo, qui est très, très intéressante et très belle, il nous montre comment le numérique permet d'être à partir d'un interstice, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a un interstice, on dit, est-ce que ça peut être un... Mais non, mais ça, c'est pas... etc. On entre dans un monde qui nous interroge sur la capacité de l'imaginaire et de l'image, en fait. Merci Olivier. Donc à l'orée du bois de cette question qui ne tardera pas à avoir d'autres réponses, mais qui finalement a eu une première salve de réponses, nous aimerions maintenant questionner le public. Et si vous avez des questions, Norbert Hiller a levé la main première. J'ai deux questions. Une à l'attention d'Olivier, d'abord, à propos du postmodernisme. Tu as évoqué le postmodernisme en référence à un processus de redoublement, en quelque sorte. Et en évoquant ce processus de redoublement, je n'ai pas pu m'empêcher à ce qu'on appelle, dans le monde de l'étude des textes hébraïques, du corpus de la pensée juive et de la Torah, en particulier, les rimes d'idées. Les rimes d'idées, qu'est-ce que c'est exactement que la rime d'idées? C'est la reprise, la répétition. De la même manière qu'il y a la Bijne Torah, qui est la répétition de la Torah, orale, qui répète la Torah écrite, et qui se renouvelle. Et curieusement, il y a une identité de forme, mais qui abrite toujours une énigme. Pourquoi cette répétition à l'identique, si elle ne se justifie pas par la logique d'un procès qui est en plus très proche d'une versification, d'une certaine manière, ce sont des versets. Eh bien, c'est parce qu'en fait, elle ouvre, par sa simple répétition, l'espace d'un questionnement qui lui-même renouvelle la perception de ceux qui précèdent. Or, pour rebondir sur le postmodernisme, je ne suis pas sûr que le postmodernisme nous ouvre vers ce qu'on pourrait appeler ce que j'appellerais l'éternelle et la perpétuelle modernité de l'art. La modernité artistique, dont on pourrait situer l'admet en quelque sorte au moment des grandes ruptures de la modernité, à mon sens, de plus en plus, elle a été précédée de très nombreuses modernités aux grandes époques. Et là, je rejoins en ce qu'a dit M. Desbonneaux, c'est qu'en fait, l'art est premier dans ce sens-là, au sens où il ouvre l'espace et le temps de la perception, de l'esthésis, et donc c'est une esthétique transcendantale, mais pas simplement au sens justement de goût dans ce sens-là, mais au sens d'une esthésis, d'une perception qui ouvre l'espace et le temps, qui le dilate. Et donc le postmodernisme, pour résumer, je le situerais plutôt comme un interrègne entre plusieurs modernités. Il est possible qu'il y ait une modernité qui s'annonce maintenant sous différents auspices, mais d'une certaine manière, je ne pense pas que le modernisme ait fait autre chose que tourner en boucle un peu en creux, d'une certaine manière, dans une forme de relativisme, ou je ne sais pas comment on peut le qualifier. Enfin, personnellement, c'est la manière dont je le pense aujourd'hui, je le lis, et j'y suis aidé, je dirais, et conforté dans cette idée, pardon de faire une petite parenthèse un peu longue, mais parce que j'ai un ami qui est Pierre Tché, qui est un grand philosophe des néoplatoniciens, qui m'a fait l'amitié de faire la postface d'un livre dans lequel on commence un peu avec Hervé, qui va paraître, enfin, par une conversation avec Hervé,
qui s'appelle #num@lieu, ouvert, fermé, question, et il parle justement du postmodernisme comme d'un intérêt, dont je ne fais que reprendre ça. Et d'autre part, je voudrais dire juste une chose à M. Desbonneaux, que je voudrais remercier d'avoir cité Augustin Berthe, parce que pour moi, Augustin Berthe, et tu l'as dit aussi, Olivier, ouvre, en pensant la médiance et la trajection, un contrepoint par rapport à l'esthétique de la projection qui a dominé toute la pensée de la ville, de l'urbanisme, etc., etc. Donc, merci d'avoir fait ce rappel de Berthe. Je peux répondre. Norbert, merci. En une seconde, Olivier je Quétin. peux répondre sur... moi, je pense que le postmodernisme, c'est encore quelque chose qui a été fait d'actes et de discours. Et j'ai envie de dire, ça dépend comment les artistes s'en sont servis, en fait. Dans le discours, je suis d'accord avec, je peux dire, mais il y a des artistes qui ont été reconnus, enfin, été qualifiés de postmodernes parce qu'ils faisaient des citations, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc, alors, ils citaient un tel, et alors la critique pouvait embrayer quand elle était dite d'avant-garde, ils disaient, mais c'est vieux, tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune pensée de la temporalité. Et puis ceux qui comprenaient qu'il s'agissait d'autre chose, c'est-à-dire que tu as assez bien dit dans la répétition. Je veux dire, moi, quand j'ai travaillé avec Marc-Alain Waknin et Gérard Garouste pour l'Expo et pour un livre que j'ai écrit au Seuil, dans Fiction et compagnie, on a beaucoup évoqué le ancien nouveau. C'est-à-dire, vous savez qu'à Prague, tu dois le savoir bien, il y a une synagogue, c'est je ne parle pas bien allemand, enfin ancien nouveau, c'est la synagogue ancienne nouveau. Là-dessus, ça a été repris par un écrivain, et par exemple, prenons Garouste, dont on parlait tout à l'heure, il est complètement né de ça, l'ancien nouveau. Et je pense que, sans vouloir dire que c'est un concept, je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose que l'on ressent. Et chez les artistes, le postmoderne a été qualifié de postmoderne, etc. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout d'un coup, il y a cette répétition, il y a cette géologie, cette épaisseur, et que donc, au bout d'un certain temps, ça n'a plus été condamnable de se servir de l'ancien nouveau. Merci Olivier. Donc je donne la parole à Cécile Cross. Merci beaucoup, merci à vous 4 et 5 et 6. Merci à Marc-William Desbonneaux pour cette notion de plasticité, plus exactement de complexe de plasticité, ça veut dire y compris, ce que j'ai compris, la pensée, plasticité de la pensée, du concept, plasticité dans la mise en action. Donc j'ai compris que l'art avait la capacité de plastir. Bon, c'est pas très joliment dit, mais le cœur y est. Je voudrais revenir à la proposition de Martial Verdier sur se méfier des portes ouvertes, enfoncer une porte ouverte, se méfier des portes ouvertes, regarder dans les interstices où une porte peut se refermer. Alors c'est rigolo parce que cette réponse à enfoncer les portes ouvertes, avec ces 3 réponses que vous avez données, ces 3 réponses différentes en fait. Alors, se méfier des portes ouvertes, est-ce que ça veut dire que la question n'est pas si simple? Celle justement des arts sont toujours premiers. C'est-à-dire qu'il y a un piège dans cette question, et le piège, c'est que finalement, c'est une question extrêmement complexe, comme le disait Hervé Fischer. Regardez dans les interstices, est-ce que ça veut dire qu'il y a des interstices de la question, donc ce serait les dessous de l'art, peut-être, la création, enfin, c'est des questions que je pose. Et la troisième, alors c'est celle qui me pose le plus de problèmes, c'est votre proposition, mais une porte peut se refermer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la question peut se clore, ou est-ce que ça veut dire que finalement, elle reste d'une certaine façon qui fait qu'on ne peut plus l'enfoncer? On tourne en rond, c'est très bizarre, parce qu'une porte qui reste ouverte aussi, on peut ne plus pouvoir l'enfoncer. On peut enfoncer une porte fermée, mais comment... voyez, enfin, là, ça me commence à me poser des questions. Donc, ma vraie question, c'est celle de l'humour, en fait. L'humour qu'on sentait dans le travail, dans les propositions d'Hervé, et puis dans votre proposition aussi. Est-ce que un questionnement
peut amener à une réponse sous forme d'humour, qui lui-même ouvre d'autres questionnements, comme vos 3 propositions, et la plasticité, finalement, de l'humour, qui est peut-être parallèle, si proche de l'art. C'est-à-dire, est-ce que l'humour désarme les croyances? Voilà, ce serait peut-être ma question. Merci. Alors, qui est pour passer par la fenêtre? Qui passera par la fenêtre? Non. Il y a un mot? Oui, je veux bien dire un petit mot, mais alors, il est évident, effectivement, que l'humour est une arme et que c'est aussi un outil. Donc, il faut absolument l'utiliser. C'est bien ce que j'ai essayé de faire dans cette intervention. Marcel Duchamp a fait une pièce qui est très très peu connue, qui est une porte qui est à la fois ouverte et fermée. Et c'est extrêmement intéressant. Alors d'abord, c'est évidemment un des traits d'humour habituels de Marcel Duchamp, mais c'est aussi que on a toujours l'illusion que la porte est soit ouverte, soit fermée, et pourtant elle est très souvent les deux. Donc, comment rentrer, comment aller voir? C'était une des choses qui a sous-tendu mon jeu sur les portes. Effectivement aussi, ce qui semble ouvert est souvent très fermé. C'est-à-dire que c'est une des meilleures techniques de dissimulation. Je me souviens plus du nom de la nouvelle d'Edgar Poe, mais qui m'échappe. Mais il est évident que ce qu'on vous montre, ce qui semble absolument évident à la vue, est le mieux caché. Donc, il faut, et c'était mon idée d'aller voir dans les interstices, c'est-à-dire aller chercher ce qui semble être montré, enfin, ce qui est trop évident. Aller fouiller dans ce qui est trop évident parce que il est sûr que ça cache quelque chose. Oui. Hervé? Oui. Moi, je proposerais de remplacer le mot interstice par tâche aveugle, parce que nous sommes, par rapport à la porte, nous sommes dans une tâche aveugle, et j'ajouterais aussitôt intervient l'intentionnalité. C'est un concept phénoménologique que je crois qu'il faut introduire si on veut approfondir cette question. Parce que la perception est toujours attachée à une intentionnalité. On ne voit pas ce qu'on n'attend pas. Et la dissimulation est une intentionnalité aussi, celle de Marcel Duchamp, par exemple. Donc, j'ai vraiment le sentiment qu'il faut sortir de ce concept d'interstice qui serait un vide, comme dans la matière entre les électrons, où vous savez bien qu'il n'y a pas de vide, où là, il n'y a que du vide. En tout cas, ça devient un concept que je trouve un peu métaphysique, et je n'en perçois pas bien l'existence, je n'en perçois pas l'utilité, je n'en perçois pas la valeur. Bon, pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Olivier, si je prends un crayon et je fais un trait avec le crayon sur la page, je sais que je suis dans un geste premier. J'ai au moins l'intention d'exprimer quelque chose. Peut-être je ne sais pas encore quoi, mais je vais construire avec le trait. On fait le chemin en marchant. Si je fais sur un piano un la, un do, je commence quelque chose, et les deux gestes du crayon ou de la touche de piano, pour moi, ce sont des gestes premiers. Alors, vous voyez bien qu'après, on va donner le sens avec la performance, avec l'intention, avec le talent, mais le geste a une symbolique très très forte. Moi qui ne sais pas faire de piano, si en passant je touche une touche, je déclenche quelque chose qui a une émotion. Et quand il y a émotion,
il y a toujours en arrière-plan un mythe. Le mythe, là, comment le décrire? Le mythe auquel je me rattache en touchant une touche de piano, c'est très difficile à dire, mais c'est quelque chose qui me dépasse. Quand je prends le crayon, c'est comme un geste magique qui me dépasse. Alors là, peut-être je serais plus à l'aise pour raisonner sur ces questions-là. Y a-t-il d'autres questions? Pour l'humour, il y a une phrase qui est amusante, qui me vient comme ça. C'est pas l'interstice, c'est la fêlure. Bienheureux les fêlés, car ils voient passer la lumière. Ça, je comprends mieux. Merci en tout cas d'avoir éclairé de vos interventions la première question de cette journée d'études, qui finalement sonne un peu comme une amorce dynamique et en mouvement. Donc après un léger interstice de pause, eh bien, je vous propose de rencontrer la seconde table ronde qui sera menée, elle, par Marie-Laure Desjardins. Et donc, nous faisons une pause de 5 minutes.